Il y a eu des lumières industrielles comme il y a eu des lumières philosophiques. Il faut savoir que dès le début du XVIIIe siècle, les techniques financières, les techniques bancaires, les transformations rurales, les techniques de fabrication circulent beaucoup plus rapidement en Europe et même au-delà. Et de façon amusante, l'amélioration des idées permet celle des routes, qui accélérera à son tour celle des inventions, qui permettra à son tour la diffusion de nouvelles techniques de transport. Les inventions sont donc cruciales et fabriquent aussi un mouvement tout à fait profond au sein des peuples. Et parmi ces innovations, il y en a une quantité. Il y a le sextant, par exemple, que l'on doit à Isaac Newton au début du XVIIIe siècle. Il y a le parapluie pliant du français Jean Marius, ou le bateau à vapeur, imaginé par Denis Papin. Bref, on a quantité de fabrication, de nouvelles innovations qui vont modifier au cours du XVIIIe siècle la perception que l'on peut avoir de ce qui est, au fond, le mouvement naturel des peuples. Un exemple, le chèque bancaire de la Banque d'Angleterre britannique va être un élément qui va rassurer, qui va permettre une nouvelle circulation économique et qui va au fond déboucher sur les billets de banque que nous connaissons. Mais presque à la même époque, en 1752, Benjamin Franklin va expérimenter son fameux paratonnerre et va pouvoir commencer à son tour à avoir toute une réflexion sur l'électricité. Donc on est vraiment dans un monde de transformation à grande vitesse, d'innovation à grande vitesse. Toutes ces transformations touchent aussi le domaine de la production, avec de nouveaux métiers à tisser, beaucoup plus efficaces, avec aussi des moyens de transport auxquels on réfléchit. En 1753, où Louis-Sébastien Lenormand va imaginer le parachute, et au même moment, pratiquement, on a les frères Montgolfier qui vont faire le premier aérostat, c'est-à-dire la première montgolfière qui porte donc leur nom. Donc, si j'insiste sur ces différents phénomènes, ces différents processus, c'est parce que ce mouvement continu de connaissances alimente une meilleure fabrication, alimente une nouvelle création de richesse, ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Cette révolution industrielle, elle ne s'effectue pas du tout de la même manière dans les différents pays du monde occidental, et elle touche au départ un nombre relativement restreint de pays. Le pays pionnier, tout le monde le sait, c'est l'Angleterre. En Angleterre, elle a suivi un modèle tout à fait spécifique. Il y a d'abord eu une révolution agricole, une rationalisation de la production dans les campagnes, le fameux mouvement des enclosures, donc le mouvement où on crée des clôtures pour favoriser une plus puissante production agricole et notamment de bétail. Et puis dans un deuxième temps, à partir de cette accumulation, c'est du moins l'analyse théorique que faisaient pendant longtemps les libéraux et les marxistes, à partir de ce moment-là, il y a eu une nouvelle formation de capital qui a permis l'explosion d'une nouvelle révolution industrielle, cette fois-ci, avec un décollage extrêmement fort, extrêmement rapide, le développement d'usines très rapide dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, avec une fabrication intense, et donc on a affaire à un monde qui, en quelques années, en quelques décennies, se transforme et devient, là où avant on avait des sociétés rurales, des sociétés agraires, eh bien un monde de la production industrielle. En France, c'est un autre modèle que l'on voit à l'œuvre que celui du take-off. Le take-off va toucher les jeunes nations à la fin du XIXe siècle. Les nations comme l'Allemagne ou comme l'Italie vont avoir un modèle un peu plus proche de ce système de take-off. En France, non. La croissance va s'effectuer par paliers, c'est-à-dire que l'industrialisation de la France va commencer dans les années 1830-1840, puis va connaître un arrêt, puis un nouveau palier dans les années 1860, puis un nouveau coup d'arrêt, puis un nouveau palier dans les années 1880. Bref, on a comme ça une croissance par palier avec des moments où cette économie industrielle émergente entre en crise. Ce qui est très amusant quand on regarde l'économie française ou l'économie d'autres nations comme l'Italie, c'est qu'on perçoit très bien les cycles de longue durée de croissance et puis des petits cycles avec des crises intermédiaires. Vous savez, les fameux cycles qu'avait imaginé l'économiste Juglar. Donc on a une croissance qui est chaotique et qui s'accompagne aussi de crises. Crise de surproduction, il y a des excès, les prix s'effondrent, on n'arrive plus à vendre, et donc à ce moment-là, on a une partie de la population qui est au chômage, qui rencontre des difficultés, cette fois-ci, qui sont pas seulement la question des difficultés alimentaires liées par exemple à une mauvaise production de blé, mais qui sont véritablement l'absence de possibilité de se nourrir en étant en ville. Donc ce monde-là, ce monde industriel, entre
en conflit et entre régulièrement en tension avec le pouvoir politique. Le premier exemple qu'on peut prendre de cela, c'est la Révolution de 1830. Elle fait suite, en France, à un moment de malaise économique. Il y a eu 2 années de mauvaise récolte, en 1827 et en 1828, et donc, au moment où entre en tension le gouvernement réactionnaire avec les journalistes qui espéraient, eux, gagner davantage de responsabilités et davantage de pouvoir, eh bien, on va avoir une révolution qui va avoir lieu le 27, 28 et 29 juillet 1830 et qui va provoquer une transformation radicale des mentalités à son tour. Alors, je veux insister là-dessus pour que l'on comprenne bien que la révolution industrielle ne s'effectue pas comme un mouvement continu et facile, mais à son tour va provoquer des frustrations, des tensions, une redistribution du capital et de la richesse qui modifie le fonctionnement des sociétés. Et elle s'accompagne aussi d'une autre révolution qui est le développement urbain. Eh bien oui, dès le début du 19e siècle, la plupart des petites villes et des villes moyennes connaissent une croissance. Et donc on va avoir ce qu'on a appelé un exode rural, qui est très visible à partir des années 1830 dans la plupart des pays d'Europe. On va avoir aussi un autre phénomène qui est que cette révolution industrielle qui modifie les conditions de vie s'accompagne aussi en partie de transformations démographiques et que donc on va avoir un accroissement de la population et donc des déplacements de population extrêmement importants, des immigrations. L'Europe, à cette époque, c'est elle qui envoie de la population aux 4 coins de la planète. On va avoir des Italiens qui vont s'installer au Brésil, en Argentine, on va avoir des Allemands qui vont s'installer au Brésil et aux États-Unis, des Hollandais qui vont partir aussi s'installer en Afrique du Sud. Bref, on va avoir des mouvements de population extrêmement importants. Il faut savoir, on en a rarement conscience, que les mouvements de population au XIXe siècle étaient beaucoup plus importants que ceux qu'il a pu y avoir, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ceux que nous vivons aujourd'hui sont des mouvements de population qui restent encore relativement marginaux par rapport à ce qu'on connaissait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on considère que c'est environ 7 à 8% de la population mondiale qui bouge. Aujourd'hui, on est plutôt dans des zones qui sont de l'ordre de 3 à 4% de la population mondiale. Donc vous voyez qu'on est dans un changement d'ampleur tel qu'on ne l'avait sans doute jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Donc la révolution industrielle entraîne quantité de mouvements et ces mouvements vont à leur tour aussi, à la faveur des crises, favoriser des transformations politiques. Et c'est le troisième point que je vais aborder maintenant dans ce chapitre.